on va dire un petit mot de l'histoire des climats du passé. Et en premier lieu, un personnage important est Louis Agassiz, donc un paléontologue, un botaniste, un géologue, un zoologiste, et j'en passe, qui est né en Suisse et qui a ensuite pris la nationalité américaine. Alors, il a entre autres étudié les glaciers alpins, et c'est lui qui a découvert des amas de débris rocheux spécifiques nommés tilles ou moraines, sachant que pour la petite histoire, le mot moraine vient du savoyard morena, hein, qui signifie littéralement renflement de terre, un mot qui vient lui-même du latin et qui signifie tertre. Bon. Voilà, donc Agassiz a découvert des moraines organisées en couches dans des rivières. Et ces blocs sont aisément reconnaissables, vous pouvez les voir ici donc, sur l'image à droite. Ils sont facilement reconnaissables par les géologues parce qu'ils étaient présents très loin des glaciers. Et Agassiz a effectué la première proposition scientifique en fait, des âges de glace du passé en 1837 à Neuchâtel. Il a notamment soutenu que des glaciers anciens, dont ont notamment recouvert notre continent européen, mais également l'Asie et l'Amérique du Nord. Alors, un mot ici sur les indicateurs géologiques qui permettent de retracer en fait l'allure générale de la courbe des changements de température de la Terre depuis son origine, il y a 4,5 milliards d'années environ. Et donc ces derniers mettent en évidence un climat qui est généralement plus chaud que celui des 2 derniers millions d'années. À l'échelle des temps géologiques, les variations de température moyenne ont été très importantes, tant en ampleur qu'en fréquence. Et nous, on est essentiellement intéressés donc, par l'Holocène, qui est la période durant laquelle nos ancêtres humains ont commencé à se développer en termes de civilisation, là c'est ce qu'on voit tout à droite. Et on peut constater que l'évolution de la température globale moyenne de la Terre n'est pas du tout linéaire. Les océans, par exemple, ont été formés durant le Précambrien, alors que l'atmosphère a changé de composition. Le Pléistocène est caractérisé par des températures froides, avec des oscillations, comme vous pouvez le voir. Le Crétacé, le Jurassique et le Trias représentent tous ensemble une ère chaude, avec une température globale moyenne supérieure à l'actuelle, et plus chaude également que l'ère paléozoïque, qui se situe entre environ moins 538,8 et moins 252,2 millions d'années. Bon, voilà, donc on a un climat quand même de la Terre qui n'a pas été particulièrement stable au cours du temps, mais ce qui est très important de noter ici, ce sont les échelles de temps des phénomènes et de voir les choses, encore une fois, à l'échelle de la civilisation humaine. Voilà, puisque la Terre c'est très bien passé de nous, ce qui compte c'est de préserver pour nous la possibilité de la civilisation humaine et pour évidemment protéger aussi les générations futures. Voilà. Donc, alors maintenant, cette figure montre l'évolution de la concentration en CO2 en fonction du temps. Si on fait une petite digression, le Soleil apporte continuellement de l'énergie à la Terre. Alors on peut très bien se demander pourquoi est-ce que la Terre se réchauffe indéfiniment. Eh bien, en 1824, il y a un grand scientifique, donc Joseph Fourier, qui est en plus français, qui avait déjà en fait répondu à cette question par l'explication suivante. En fait, la Terre tout simplement se débarrasse du surcroît d'énergie en émettant une énergie invisible pour les yeux humains, que Fourier nomme chaleur obscure, et qui doit une énergie qui doit nécessairement exister en fait pour l'équilibre, pour atteindre l'équilibre. Voilà, donc c'est ainsi que, en premier lieu, le modèle de l'effet de serre qu'on connaît aujourd'hui a été pressenti par Joseph Fourier, qui explorait par ailleurs les phénomènes en fait, de transfert de chaleur dans les systèmes. Voilà, et par ailleurs, il y a un scientifique membre de la British Royal Society assez connu du XXe siècle, très connu, James Lovelock, qui a développé la théorie de Gaïa, qu'on peut évidemment définir comme suit. Donc le climat de la Terre est régulé par la vie et qui assure un équilibre entre des émissions solaires qui augmentent et un effet de serre qui diminue. Mais attention, cette théorie, elle est valide à de très grandes échelles de temps, de l'ordre de centaines de millions d'années.
Bon, sur cette figure, on remarque une baisse de la concentration en CO2 depuis autour de 459 millions d'années avant le présent. Cela est largement concomitant avec l'apparition de la vie sur Terre. Et donc pour Lovelock, si la Terre a été stable, si vous voulez, depuis si longtemps, comparativement à Mars, par exemple, ou à Vénus, eh bien cela est dû au fait que la vie maintient la vie. Mais attention, une fois encore, il est important de souligner que cette théorie-là, elle est valable à l'échelle de millions d'années. Il ne serait pas du tout réaliste, par exemple, de compter sur cet effet dans le cadre du réchauffement climatique d'origine anthropique, parce que à cette échelle de temps-là, finalement, les êtres humains seraient déjà remplacés. Voilà, donc maintenant un petit mot de la fragmentation de la Pangée, donc un phénomène très important qui a eu lieu il y a plus de 100 millions d'années. Et cette figure montre aussi la dérive continentale qui produit une accélération du refroidissement. Donc le phénomène a eu lieu à la même échelle de temps que le refroidissement durant l'ère quaternaire. Et voilà, le pôle sud a été recouvert de glace et l'albédo additionnel en fait ainsi induite a participé du refroidissement de la planète. Dans la prochaine vidéo, nous allons discuter du concept de stabilité climatique en en donnant une idée générale.